Alors, nous arrivons maintenant à l'étude des chaînes de collision, c'est-à-dire le troisième type de chaîne, après les chaînes de subduction, les chaînes de collision. Nous arrivons maintenant aux chaînes de collision. Donc, les mêmes questions se répètent. Comment vous allez pouvoir reconnaître une chaîne de collision? Alors, le rapprochement des plaques lithosphériques et leur collision peut se traduire par la surréaction des reliefs et la formation de chaînes de montagnes du type collision. Alors, quelles sont les caractéristiques pétrographiques et structurales de ce type de chaîne? Remarquez que c'est le même type de question qui se répète. Pétrographie et la structurale, ou les caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire roches, structurales, c'est-à-dire les différents types de déformations. L'exemple typique de cette chaîne, c'est l'Himalaya. Qui dit l'Himalaya? Donc, elle est liée au plus haut sommet du monde, c'est-à-dire l'Everest. Alors, vous avez l'Himalaya, est un ensemble de chaînes de montagnes s'étirant sur plus de 2400 km de long, 250 de large, 250 à 400 km de large. Et elle compte parmi ses crêtes le plus haut sommet du monde, l'Everest, qui atteint 8848 mètres jusqu'à maintenant. Pourquoi je dis jusqu'à maintenant? Parce qu'il continue toujours à s'élever. On verra pourquoi. Où se situe la chaîne de l'Himalaya? Donc la voilà. Donc ça, c'est une vue panoramique réelle des montagnes de l'Himalaya. Là, donc vous avez une vue satellitaire de la situation de la chaîne de l'Himalaya. Et là, vous avez donc l'Inde et au nord, c'est la Chine. Autrement dit, géographiquement, la chaîne de l'Himalaya est située, géographiquement, elle est située entre l'Inde et la Chine. Donc ça, c'est le contexte géographique. Pour le contexte géologique, donc la voilà, l'Inde, remarquez, elle a une forme plus ou moins triangulaire. C'est la même chose, c'est là. Donc ça, c'est l'Inde. Et c'est la même chose ici. Et vers le nord, ici, donc vous avez la Chine et donc toute l'Asie. Eh bien, là, vous avez le contexte donc géologique. Vous avez donc l'Inde, ben voilà. Et là, vous avez la plaque eurasienne. Et là, ce que vous voyez en rouge, c'est le même symbole qu'on avait déjà utilisé auparavant, c'est-à-dire des zones de convergence. C'est-à-dire, en fin de compte, vous avez cette plaque continentale et là, également continentale. C'est-à-dire qu'il y a confrontation, il y a convergence de deux blocs continentaux. Donc deux plaques continentales. Vous allez me dire que vous nous avez dit, tout à fait à la première, sinon peut-être la deuxième vidéo, la plaque n'est jamais continentale. Ben vous avez raison. Ça veut dire quoi? Avant l'affrontement de ces deux blocs continentaux, il y avait une mer. Vous n'avez pas trop bien compris. C'est ce qu'on va justement éclaircir par la suite. Donc faites attention à ce point précis. Quand je dis deux blocs continentaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont 100% des continents, mais c'est des plaques
qui contiennent des blocs continentaux qui sont affrontés, qui sont confrontés et qui ont formé la chaîne de montagnes. Donc, géographiquement, la chaîne de l'Himalaya est située entre la Chine et l'Inde. Géologiquement, elle s'étend à ce niveau et elle est dans la zone où il y a convergence de deux plaques. La plaque indienne, remarquez que cette plaque indienne, elle appartient à cette même plaque, c'est la même. C'est la plaque australienne. Et vous trouverez même parfois la plaque indo-australienne. La plaque c'est-à-dire l'Inde, indo-australienne. Bon, alors pour nous, ce qui va nous intéresser de cette plaque indo-australienne, c'est juste cette partie. Donc c'est pour cela que dans la suite de la vidéo, je vais parler surtout de la plaque indienne. Mais en elle-même, seule, elle ne représente pas une seule plaque, mais elle appartient à la plaque indo-australienne. Donc ça, c'est le contexte géologique et le contexte géographique. Comme on l'a vu dans la chaîne précédente. Vous avez ici une coupe, plutôt une vue cartographique de la chaîne. Alors, une fois que vous voyez beaucoup de symboles, alors essayez de simplifier ça. C'est ce que vous aurez peut-être à l'examen. Alors, une fois que vous aurez trop de mots, trop de figurés, vous allez dire que c'est difficile. Oui, peut-être que c'est difficile, mais rendez les choses difficiles plus faciles. Vous allez me dire comment? Eh bien, faites attention. Je vais voir les choses d'abord dans leur contexte général et par la suite entrer au détail. C'est-à-dire, remarquez ce qui est écrit. La plaque Eurasie. La plaque eurasienne. Donc c'est tout ce que vous voyez ici vers la partie nord. Vers la partie sud, tout ce que vous voyez ici, c'est la plaque Inde-Australie ou indo-australienne, ou tout simplement, si je la simplifie, donc c'est notre plaque indienne. Donc, si je simplifie cette carte, donc c'est une confrontation de cette plaque qui est celle-là, c'est-à-dire la plaque eurasienne, avec la plaque qui est vers le sud, qui est la plaque Inde-Australie. Donc ça, c'est le contexte général. Maintenant, je vais un peu plus au détail. Alors, voyons qu'est-ce qu'il nous montre ici. Les figurés, les légendes qu'on nous propose. Tout d'abord, le granit, sédiment marin, ophiolite, chevauchement, et là, une position approximative de la région de Kahan. Bon, c'est là, bon, ça ne montre vraiment pas trop de choses, mais les autres indications, ils nous montrent les choses suivantes. Le granit. D'abord, le granit, je vous rappelle que c'est une roche qui appartient à la lithosphère continentale. Donc, remarquez ce qui est gris. Donc, tout ce que vous avez ici comme symbole, le gris, tout ça, donc tout ça, ça montre que vous avez une lithosphère continentale. Ensuite, ce qui est violet. Voilà, le voilà. Vous avez le complexe ophiolitique. L'ophiolite, je vous rappelle, c'est le complexe rocheux qui constitue la lithosphère océanique. Troisième chose, les sédiments marins. Cette couleur, voilà. Donc, vous avez des sédiments marins.
Autrement dit, si je simplifie tout ça, vous avez ici une zone continentale, ici en blanc au-dessous également continentale, et entre les deux, vous avez donc ce qui est de cette couleur un peu, je ne saurais pas trop la nommer, peut-être c'est un marron, un peu marron vers un vert olive, peut-être. Sinon, donc cette couleur et la couleur violette, donc ça c'est du marin. Donc continental dans cette partie, ici également c'est continental, et là vous avez deux roches de type marin qui sont coincées entre les deux. Dernière information, c'est ces lignes noires. Ce sont des chevauchements. Remarquez le sens de ces triangles. Cela montre que c'est cette partie qui chevauche celle-là. Donc, qu'est-ce que je peux déduire comme, si je lis la question, extraire les caractéristiques pétrographiques et structurales. Donc, structural, c'est surtout la présence de chevauchement. Pétrographique, donc c'est la présence de granit comme roche continentale, des ophiolites et des sédiments marins comme des roches caractérisant la lithosphère océanique. Comment s'est formée alors la chaîne de l'Himalaya? Alors la chaîne de l'Himalaya, actuellement, elle est là. Mais remarquez la plaque indienne. Et quand je dis plaque, là, je dois mentionner une chose très importante. C'est-à-dire, si j'ai à séparer le continent de l'océan, peut-être que vous aurez, par exemple, cette limite, la pointe du curseur, là et là. Peut-être que c'est le continent, et une partie, celle-là, peut-être une partie océanique. Alors remarquez d'où est-ce qu'elle débarque, la plaque indienne, du sud. C'est-à-dire qu'elle était vers le sud. Elle était collée normalement à la plaque africaine. Si vous revenez, toujours je vous renvoie à le premier chapitre, c'est-à-dire la théorie de la dérive des continents, c'est cela à imaginer que les continents ont été dans une ère précédente, dans un ère précédent, les continents étaient sous forme d'un seul continent, puis ils se sont éloignés. Là, c'est également, ça confirme toujours ce qu'on avait déjà dit. Donc, la plaque indienne était vers le sud. Et donc, quand elle était à ce niveau, l'Himalaya, elle est là. Mais avant l'Himalaya, vous avez ici la plaque eurasiatique. Donc la plaque eurasiatique continentale, l'indienne, elle était là. Donc la plaque indienne et la plaque eurasiatique étaient séparées par un océan. Au fil des temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je parle des fils des temps, c'est-à-dire le temps géologique, 71 millions d'années, 55, 38, 10 et actuellement. Bon, donc la plaque indienne s'est déplacée progressivement vers la plaque eurasiatique. Et avant d'entrer en contact avec la plaque asiatique, il y avait donc un océan. Et avant de s'affronter cet océan, il existait à ce niveau, c'était l'océan Thétis, et il a disparu. Comment cela?
avait lieu. Vous avez là les étapes de la formation. Et qu'est-ce qui s'était passé? Voilà l'Inde. L'Asie, la voilà. L'océan dont on parle, c'est-à-dire celui-là, le Thétis, ben c'est celui-là. Remarquez l'Inde. Là, c'est un autre bloc continental. Et là, vous avez une dorsale. La dorsale, comme on l'a déjà expliqué, c'est un lieu de divergence, d'éloignement. C'est-à-dire l'Inde est en train de s'éloigner de ce bloc. Et si je revenais ici, je vous avais dit que l'Inde était collée à l'Afrique. Autrement dit, ce que vous voyez ici, c'est l'Afrique. Donc l'Inde s'est séparée de l'Afrique par création et apparition d'une dorsale, ce qui a entraîné l'éloignement des deux blocs. En s'éloignant de l'Afrique, l'Inde va se rapprocher progressivement vers l'Asie. C'est ce qu'on avait dit ici. L'Inde se rapproche progressivement de l'Inde. Là, vous avez un océan. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure ici. Il y avait un océan, le Thétis. Là, vous avez, je pense que vous reconnaissez le phénomène de subduction. Et si j'ai une subduction, au niveau de la plaque eurasiatique, je peux avoir tous les indices de la subduction. Je pourrais avoir un volcanisme andésitique, je pourrais avoir des séismes, je pourrais avoir une fosse océanique, donc je peux avoir en fin de compte une chaîne de subduction. Mais les choses ne se sont pas arrêtées à ce niveau. Il y a eu continuation de la subduction. Et donc l'Inde continue à s'approcher de l'Asie. Remarquez qu'est-ce qui se passe pour cet océan. Il est en train de se fermer. Quand l'Inde arrive à ce niveau, ça se passe comme le cas de la chaîne d'obduction. Il y a eu blocage de la subduction. C'est ce qui va se passer, remarquez, du fait que c'est une épaisseur, une grande épaisseur, et le fait que c'est une densité faible, là, vous avez le continent indien ne peut pas suivre la lithosphère qui a été subduite. Donc, il y a blocage. Et en même temps, remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Là, il y a une partie de la lithosphère océanique qui a été coincée, qui s'est bloquée à ce niveau, entre le continent indien et le continent asiatique. Et les forces de compression continuent, ce qui fait surélever les reliefs et donc la formation de chaînes de montagnes de l'Himalaya. Donc maintenant, quelle serait la principale caractéristique d'une chaîne de collision? Réfléchissez un petit peu. Collision, il y a collision de quoi avec quoi? C'est une collision entre un continent et un continent. Il ne peut pas y avoir une collision entre un plancher ou une lithosphère océanique et continentale. Parce que malgré leur rapprochement et leur convergence, soit qu'il y a subduction, soit qu'il y a obduction. Obduction, donc, c'est la montée de la lithosphère océanique sur le continent. On aura donc la présence des ophiolites sur le continent. Ou alors, la lithosphère va plonger sous la lithosphère continentale et vous aurez une subduction classique. Et donc, une fois que l'océan a disparu, donc vous aurez les deux blocs continentaux
qui vont s'affronter et entrer en collision. Donc, la principale caractéristique d'une chaîne de collision, c'est de retrouver un bloc continental avec un bloc continental, un deuxième bloc continental qui entre en contact et donc entre en collision. Et la collision, faites attention maintenant, elle est toujours précédée soit de subduction, soit d'obduction. S'il n'y avait pas ce morceau d'ophiolite qui a été coincé, donc on n'aurait pas d'ophiolite dans la chaîne de montagne. Qu'est-ce qu'il y avait auparavant? Il y avait subduction. Dans ce cas, je parlerai de collision, c'est-à-dire continent contre continent, qui a été précédée par une subduction. Mais, dans le cas de l'Himalaya, du moment qu'on a une partie des ophiolites qui est coincée à ce niveau, donc la collision a été précédée par une obduction et vous aurez donc la chaîne de montagne, la voilà. Donc cette partie à ce niveau, donc vous aurez l'Inde, à ce niveau vous aurez la partie asiatique et là, donc vous aurez la partie ophiolitique qui caractérise la lithosphère océanique. Comme résumé de tout le chapitre. Alors vous avez donc les chaînes de subduction. Remarquez que toutes les chaînes vont commencer par des forces compressives. Et là également vous aurez donc des forces compressives, c'est sûr. Donc à chaque fois que vous aurez une chaîne de montagne, ça commence toujours par des forces compressives. Dans le cas de la subduction, il y a confrontation de deux plaques. Mais quelles plaques? L'une est océanique, l'autre est continentale. Donc quand ces deux plaques s'approchent l'une de l'autre, la plaque océanique est subduite, elle s'enfonce, elle plonge sous la continentale. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Eh bien, le volcan, je parle dans l'ordre dans lequel on l'a étudié, les séismes, les voilà, les anomalies thermiques et surtout les anomalies négatives, un volcanisme andésitique et une fosse océanique, sans oublier les plis, les failles inverses. Ça, ce sont des déformations qu'on trouvera dans toutes les chaînes. C'est-à-dire que les plis et les failles, ils sont liés surtout aux forces compressives. Ils ne vont pas du tout caractériser une chaîne de montagne précise. Pour la chaîne d'obduction, il y a toujours des forces compressives sur une plaque océanique. Cette plaque océanique, qu'est-ce qui lui arrive? Elle se casse. Apparition de la faille inverse. Cette faille inverse, qu'est-ce qu'elle va faciliter? La subduction intra-océanique. Donc la subduction entre deux plaques océaniques. Quand le continent arrive au niveau de la subduction, arrivé du continent, il y a blocage de la subduction. Ce blocage de subduction va faciliter quoi? Le chevauchement de la croûte océanique sur la croûte continentale. Je pourrais dire même la lithosphère. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la chaîne de montagne? Les ophiolites surtout. Ça, c'est surtout la principale caractéristique. C'est la présence des ophiolites sur le continent. Les sédiments marins également, ça rejoint les ophiolites puisque c'est également marin. Et là, le volcanisme, c'est possible, les plis, les failles inverses et surtout, remarquez, les nappes de charriage.
Pour ce qui concerne la collision, ce qu'on avait vu dans le type de l'Himalaya, il y a apparition d'un rift continental. Ce rift, si je le simplifie, donc là, un bloc continental, un seul bloc continental se casse au milieu et forme donc un rift. Bon, ça c'est une information un peu secondaire. Je continue. C'est ce qui facilite la formation d'une dorsale. Dorsale, qui dit dorsale, donc c'est dorsale océanique, ça va entraîner l'éloignement. C'était le cas donc de l'Inde et l'Afrique. Formation d'un océan. Et donc éloignement d'un bloc continental. C'était le bloc indien. Et l'océan qui se forme, c'était, par exemple, dans le cas qu'on a étudié, c'était l'océan qui séparait l'Inde et l'Afrique. De l'autre côté, donc il y a expansion du nouvel océan, ça c'est donc c'était dans le cas on a étudié, c'était entre l'Afrique et l'Inde, mais en même temps il y a fermeture d'un autre océan. Quel océan? C'était l'océan qui séparait l'Inde de l'Asie. Et ça continue. Il y a subduction, rapprochement des deux blocs continentaux, collision des deux blocs continentaux, et donc formation de la chaîne qui sera donc caractérisée par un volcanisme, sédiments marins, des plis, failles inverses, nappes de charriage, ophiolite sur ou entre les deux continents. Et j'ai terminé alors les chaînes de montagne à la vidéo prochaine, Inch'Allah.